Bienvenue sur le premier podcast de Medialisti. Alors, mon objectif avec ce nouveau podcast, c'est tout simplement d'essayer de décrypter l'actu du content commerce et des médias en ligne avec les acteurs du secteur. Et justement, en parlant d'acteurs du secteur, aujourd'hui, je reçois Julien de Tipster, qui est une solution de e-commerce embarqué. Salut Julien. On Salut. on a déjà eu plusieurs échanges ensemble et même si personnellement pour mes sites, j'utilise pas ta techno, la techno que tu représentes, je remarque que de plus en plus de gros médias et de gros acteurs du digital se lancent et transitionnent vers ce type de solution. Donc l'idée en fait, c'était de faire le point avec toi pour que tu nous en dises plus. Alors, est-ce que tu peux te présenter Tipster et plus globalement expliquer ce qu'est le e-commerce embarqué? Oui, pas de souci. Déjà, merci pour m'inviter pour ce premier podcast de Medialisti. Donc, moi, je suis Julien Tochonangui. Je travaille en tant que commercial pour les marchés francophones en Europe et en Amérique pour Tipster. Je pense que je vais peut-être expliquer d'abord ce qu'est le e-commerce embarqué. Ouais, super. Euh, donc, c'est en fait la traduction littérale de Embedded E-commerce en anglais. Et c'est une technologie qui va donner la possibilité aux éditeurs de contenu en ligne d'insérer des opportunités d'achat ou des opportunités shopping au sein même de leur contenu. Donc, c'est-à-dire permettre la vente en direct de produits au sein même de leur page, Mhm. sans avoir à monter une boutique de e-commerce physique, c'est-à-dire avec tout ce qu'on connaît derrière l'investissement autour de la création d'une équipe de SAV, la gestion d'un stock, d'un inventaire, etc., etc. Donc, c'est un peu une boîte à outils e-commerce en version light que les éditeurs vont pouvoir venir greffer sur leur site. Tipster, donc tout ça, c'est une entreprise qui a démarré en 2011 et qui est venue donc sur ce nouveau, on va dire, front pionnier parce que c'était une technologie qui n'existait pas, en Europe du moins. Donc, on a un peu la première entreprise à faire ça. Et on a été créé en 2011. Ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur le marché et ça fait vraiment 2-3 ans qu'on a vraiment grandi et qu'on a vu un engouement de la part des publishers pour ce type de solution. Pour donner une idée, on est passé depuis 2017 d'une quinzaine d'employés à aujourd'hui 65 et on recrute, si je peux faire passer un message. Et donc voilà, on a séduit beaucoup d'éditeurs, notamment sur les marchés nord-européens. Là, on est les plus forts. En Scandinavie, donc notre marché principal, avec des titres comme Aftonbladet et Dagens Nyheter, qui sont les deux plus gros journaux d'information en Suède. Et en Allemagne, on va être plus présent sur tout ce qui va être presse spécialisée, mode, fashion, avec des titres comme Elle, Cosmopolitan. Voilà, donc on a vraiment cru pas mal ces dernières années. On a ouvert des bureaux en Pologne, en Allemagne, pardon, en Espagne et récemment aux États-Unis. Voilà. Ok, Et ça super. fait 1 an que moi, je m'efforce d'évangéliser, on va dire, le marché français Mhm. euh, pour cette nouvelle solution. Ok. Et donc, tu parles là en fait, tu constates qu'il y a vraiment un boom, même si ça fait 10 ans que vous êtes sur ce business. Depuis Ouais. 3 ans, tu dis que il y a une forte évolution. Pourquoi, selon toi, c'est d'actualité, en fait, le e-commerce embarqué aujourd'hui plus qu'il y a quelques années? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui contribuent à cela. Je pense qu'une des raisons principales, c'est le fait que les dépenses publicitaires enfin, décroît. Mhm. On a bien vu avec la crise du Covid, justement, où les éditeurs se sont trouvés avec un volume de trafic énorme sur leur page et des annonceurs qui partaient, donc des chutes de revenus. Donc, il y a une nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus et d'être moins dépendant de la pub. Donc, une diversification. Et je pense aussi que, notamment, donc ça, c'est des médias, on va dire, plus anglo-saxons, plus germaniques, qui l'ont compris avant les médias francophones et, on va dire, latins. Mhm. Et ils ont commencé, il y a déjà 2-3 ans, à faire tout ce qui va être des guides shopping, plus que tourner tout ça vers du content to commerce avec l'affiliation, des choses comme ça. Mhm. Euh, donc oui, je pense que c'est relevant, approprié plus dans cet esprit-là, à savoir diversifier les sources de revenus et essayer de rompre les dépendances qui peuvent être créées par rapport à des acteurs publicités ou des choses comme ça. Ok, mais justement, tu dis diversification des revenus. Typiquement, un Mm. publisher ou un média en ligne, quand il pense, je vais essayer de trouver d'autres sources de revenus que du display Ouais. pour pas être dépendant justement des CPM qui sont en chute.
qui sont instables, ils vont penser à l'affiliation pour des guides shopping. Ils vont pas forcément penser au e-commerce embarqué. Alors, est-ce que c'est moi, mon point de vue en tant que média français, où le e-commerce embarqué n'a pas encore, j'ai l'impression, pas encore trouvé sa cible? Et quelles sont les différences par rapport à l'affiliation? Justement, si on peut recentrer un peu là-dessus, vraiment très basique, expliquer les grosses différences avec l'affiliation. Alors, il y a enfin, il y a pas mal de différences avec l'affiliation. Je pense que la principale, c'est que la transaction, à l'inverse de l'affiliation, elle va pas se passer sur le site marchand. Donc, on va pas être envoyé vers un site externe, mais la transaction, elle va se dérouler au sein même des pages. Donc, c'est-à-dire en tant que lecteur, on va aller sur une page produit ou sur un article. Donc, on va découvrir le produit dans un but d'inspiration, généralement. Mmh. Il va avoir du texte, il va avoir des images. Et là, on va pouvoir encastrer directement des produits shoppables au sein de la page. Une fois que le client va cliquer sur le bouton acheter, donc le buy button, il va avoir une ouverture d'une fenêtre, un iframe, et là, il va pouvoir passer en transaction directement au sein même du domaine de l'éditeur. Voilà. Et ça, c'est pour moi la principale différence. Et il va y avoir des conséquences qui vont découler cette transaction sur site. Alors, il y en a pas mal, hein. Mais la première, c'est déjà la rétention du trafic, parce que quand on utilise l'affiliation, tout le trafic qu'on a essayé de driver sur le site, il va partir vers les sites marchands, sans avoir l'assurance que le client derrière va revenir sur le site initial. Tandis qu'avec le e-commerce, donc il y a l'ouverture de l'iframe, et une fois qu'on ferme l'iframe, une fois qu'on a transacté sur site, on retombe sur l'article originel. D'accord? Ensuite, donc toujours en tant que conséquence de la transaction sur site, il y a une maîtrise du parcours client qui va se faire de A à Z. Parce qu'avec l'affiliation, quand on renvoie vers un site extérieur, on ne maîtrise pas exactement que ce soit l'ergonomie, que ce soit l'expérience du client. Donc là, vraiment, avec le e-commerce embarqué, le publisher a la possibilité de forcément brander cette fenêtre par rapport à sa charte graphique, pardon, d'adapter tout l'écosystème. Il y a aussi la question que quand on utilise l'affiliation, généralement, on peut vendre uniquement un produit d'un même marchand, tandis qu'avec l'e-commerce, le client va pouvoir ajouter au sein d'un même panier différents produits de différents marchands, comme une marketplace, en fait. Et aussi le fait qu'avec l'affiliation, alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, sachant que la data est de plus en plus, on va dire, une source d'intérêt de la part des éditeurs. Quand on utilise l'affiliation, on envoie toutes les données transactionnelles, donc les données en lien avec la transaction, vers les marchands, à savoir les méthodes de paiement utilisées, les adresses mail, les adresses de livraison, qu'est-ce que la personne a mis dans son panier. Tandis qu'avec le e-commerce embarqué, toutes ces informations vont pouvoir être reversées à l'éditeur. D'accord. Voilà. Et dernière chose, je pense, qui est assez importante, et c'est aussi pour ça que les éditeurs ont trouvé un intérêt au e-commerce embarqué, c'est que avec l'affiliation, les taux de commission sont assez bas. Alors, ça dépend des verticales, mais moi, ce que j'entends, ça peut aller de 2%, même de 0,5% à 15% maximum. Avec le e-commerce embarqué, en tout cas chez Tipster, c'est un peu notre motto, c'est on privilégie les contributions et les collaborations directes avec les marques. Ce Mmh. qui fait qu'en moyenne, ce qu'on voit sur nos éditeurs partenaires, on est aux alentours de 19-20% de commissions sur vente qui vont revenir à l'éditeur, in fine, dans leur OK. poche. D'accord, Voilà. OK. Donc ça, c'est ce sont tous les avantages par rapport à l'affiliation, et c'est vrai que en tant que, j'utilise beaucoup moi sur Homelisty, donc les sites que j'édite, du content to commerce avec l'affiliation. C'est le Mhm. modèle de base en fait. Effectivement, on redirige vers les annonceurs, et une des grandes frustrations, c'est de pas, se sentir, comment dire, une fois qu'on a envoyé le visiteur vers l'annonceur, bon bah, on croise les doigts, on espère que ça va convertir. Même si on a des bons partenariats avec les annonceurs, on essaie toujours d'optimiser le trafic, etc. Ça va jusqu'à un certain point. J'ai l'impression qu'avec le e-commerce embarqué, on est beaucoup plus, comment dire, on est beaucoup plus au contrôle de ce qui se passe jusqu'à la transaction. Donc ça me paraît super intéressant. On a plus de contrôle sur le parcours client. Mais toute cette donnée, en fait, est-ce qu'avec le RGPD, etc., est-ce que ça peut poser des problèmes pour les éditeurs? Est-ce qu'il y a des... Parce que là, on présente
tous les avantages, mais il y a forcément des choses un peu plus techniques à mettre en place et des choses à lesquelles il faut prêter attention. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé justement ces 2 dernières années avec la RGPD. Et ce qui fait que quand on propose de reverser ces données transactionnelles, on demande à nos éditeurs de signer une sorte d'accord conjoint de contrôle de données, ce qui fait que nous, légalement, on pourra leur reverser la data, même si sur le papier, c'est nous qui sommes le marchand. Mmh. Voilà, c'est quelque chose auquel on a pensé. On a d'ailleurs recruté récemment une personne qui va s'occuper de tout ce qui est légal et questions RGPD chez nous. Donc, D'accord. c'est vraiment quelque chose qu'on a à l'esprit. OK, super. Hem Et une autre chose également, lors de nos différents échanges, donc en gros, tu m'as contacté et tu m'as dit, bah: «Est-ce que ça pourrait t'intéresser de tester, Tipster sur Omnisty?» Moi, j'étais intéressé par cette solution. Ça me paraît un peu l'avenir du content commerce. Les publishers et les médias en ligne qui se transforment en fait en e-commerce. Maintenant, tout est e-commerce en fait, quand on est un média en ligne. Les internautes veulent des recommandations de produits et je pense que ouais, le futur, c'est vraiment les médias qui se transforment en e-commerce et les e-commerce qui vont se transformer en médias aussi. Mhm. Donc ça, je pense que ce sont des solutions intéressantes. Maintenant, ce qui m'avait freiné un peu, c'est, la difficulté, technique pour embarquer les annonceurs. Parce que Mhm. vous avez déjà votre parc d'annonceurs qui travaillent avec, Tipster, d'après ce que je comprends, hein, tu peux me corriger. Mais par exemple, si j'ai un annonceur, moi, avec, qui je fais beaucoup d'affiliations, qui fonctionne bien, mais qui n'a pas été encore embarqué avec votre solution, on va devoir faire du bizdev en fait et le convaincre d'utiliser Tipster également. Est-ce que vous avez des solutions là-dessus pour aider les éditeurs qui ont la même problématique? Oui, alors en fait, on fonctionne de 2 façons différentes avec ce qui est embarquement d'éditeur. La première, quand on démarre un projet avec un éditeur, pardon, un embarquement de marchand, je voulais dire. Quand Mmh. on démarre un projet avec un éditeur, ce qu'on va faire, c'est on va lui proposer en fait une liste d'environ 700-800 marchands techniquement embarqués au sein de notre inventaire. Et on va leur demander donc, à l'éditeur de choisir entre 40 et 50 marchands qu'on va aller un peu pré-démarcher pour lui. On a Mmh. une équipe marchande qui s'occupe de ça et il va nous dire, voilà, je suis intéressé pour vendre, je sais pas, Nike. Nous, on va aller voir Nike, on va leur dire, voilà, cet éditeur voudrait pouvoir vendre en direct vos produits sur ces pages. Et on va leur présenter tous les avantages que ça implique en termes de vente, parce que forcément, il y a plus de ventes. Aussi la question que ça leur fait une nouvelle visibilité qu'ils n'auraient pas forcément avec l'affiliation pour leurs produits Mmh. et que ça va leur permettre de convertir des clients dans un environnement de confiance. Parce que forcément, un client, quand il va sur un éditeur qu'il aime, qu'il affectionne, il est plus enclin à convertir parce qu'il se sent en confiance. Il sent que le contenu qu'il est en train de dire, c'est de la qualité, qu'on n'essaie pas un peu de lui refourguer Mmh. des produits à tout prix. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, on a aussi le deuxième volet que nous, on préfère forcément parce que ça nous décharge un petit peu en termes d'embarquement, c'est si les éditeurs ont déjà des partenaires avec lesquels ils travaillent et que ce soit des annonceurs ou d'autres partenaires, on peut leur proposer, on leur donne une sorte de page qui explique tous les avantages de Tipster. Ils vont proposer ça à leurs annonceurs, ils négocient la commission et nous, derrière, on va juste en fait venir transvaser le catalogue de l'annonceur sur notre plateforme pour qu'ensuite l'éditeur puisse revendre les produits en question. Je ne sais pas OK. si j'ai répondu à ta question. Oui, ouais, ouais, très bien, très bien. Mais c'est ça, je pense que plus forcément tu vas avoir d'éditeurs, plus tu vas avoir de e-commerce et cetera et ça se déclenche comme ça, c'est C'est un peu Catch 22, hein. ouais, 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 c'est ça. Faut trouver peut-être, les plus gros qui vont donner l'impulsion et l'envie à d'autres éditeurs ou d'autres e-commerce de se lancer. Mais ouais, moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose là-dessus. Maintenant, est-ce que tu as peut-être des bonnes pratiques ou des recommandations pour les éditeurs, pour les publishers qui se disent: «Ah tiens, c'est intéressant», mais je pense pas que ça soit en fait, l'idée, c'est pas de se dire, «Bon, bah, vous arrêtez l'affiliation et vous passez tout sur le e-commerce embarqué». Est-ce que tu peux également partager des bonnes pratiques d'éditeurs qui se lancent, peut-être qui font un modèle mix, hybride, affiliation, e-commerce embarqué?
Oui, alors nous, c'est ce qui s'est passé notamment pour InStyle et Elle en Allemagne. Mhm. Ils ont décidé de mixer au sein d'une même grille produit à la fois des liens d'affiliation classiques et des liens de native e-commerce. Et nous, notre politique, c'est pas de dire ces deux systèmes qui sont mutuellement exclusifs. Mhm. Forcément, on va beaucoup se comparer à l'affiliation parce que c'est ce qui se fait principalement actuellement. Mais si, en tout cas, moi, quand je présente la solution, si un éditeur a un programme d'affiliation qui est performant, qui lui permet de générer du revenu, je ne vais pas lui dire abandonnez tout, modifiez tout pour du native e-commerce ou du e-commerce embarqué. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est plus de dire, voilà, vous pouvez tester les deux, vous pouvez comparer. Et nous, on croit fortement que notre produit est bien meilleur en termes de commission, en termes de taux de conversion. Il apporte beaucoup d'avantages. Donc, comparez, faites des tests et vous verrez forcément que vous aurez plus de revenus avec l'e-commerce embarqué. Mais ce Ok. n'est pas deux solutions mutuellement exclusives. Ok, super. Est-ce que est-ce que vous remarquez au global, alors ça dépend certainement des éditeurs, des verticales et même des pays, je pense, mais est-ce que tu remarques un certain format d'article qui performe plutôt bien avec le e-commerce embarqué versus l'affiliation? Hmm. Alors, par rapport à l'affiliation, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que à la base, c'est les deux types enfin, d'articles qui fonctionnent bien ou de contenus qui fonctionnent bien sont quand même les mêmes, c'est-à-dire tout ce qui va être product first, Mhm. donc un article qui va être créé autour ou du contenu créé autour d'un produit. D'accord. Donc, ça demande un petit peu d'inverser la logique éditoriale en se disant, voilà, on va créer du contenu autour d'un produit et pas forcément l'inverse. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose où on va avoir les meilleurs taux de conversion. Et quelque chose qui marche très bien chez nous aussi, c'est tout ce qui va être campagne. Donc là, c'est par exemple un éditeur qui va aller voir un annonceur et lui dire, voilà, soit pour l'ensemble de mes lecteurs, soit pour, par exemple, proposer une offre privilège à mes abonnés payants. Est-ce que tu peux faire un effort sur tel produit, me faire moins 40%? Et là, l'éditeur va faire du contenu en mode promotionnel de cette offre inédite. Et ça, Ok. c'est quelque chose qui marche fortement. Donc, Et par c'est comme exemple, ça. Oui, pardon. excuse-moi, une réduction, par exemple, sur un produit ou un code promo exclusif pour cet éditeur sur. Ok, intéressant. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a développé la prise en charge du couponing, parce qu'on s'est rendu compte aussi, et je crois que tu en parlais dans un de tes précédents articles, de la question de la bataille de l'attribution, Ouais. puisque le risque avec l'affiliation, c'est que le lecteur, et alors je sais, moi j'ai travaillé pour Zalando pour la Suisse et la France, Mhm. et alors en Suisse, c'est pas du tout le cas, mais en France, les clients sont très friands de codes promo. Ouais, Donc, ils vont acheter quelque chose, ils vont tout de suite rentrer code promo pour tel article. Et le risque, c'est que l'attribution se fasse pour le site de code bien promo. sûr. C'est pour ça que nous, on a décidé de prendre en charge le couponing pour que l'éditeur puisse, en accord avec l'annonceur, avoir un code promo uniquement à usage sur notre plateforme. Ok, Voilà. donc il est embarqué, tu as le e-commerce qui est embarqué, et en plus, tu fournis le code promo exclusif pour faire l'achat directement C'est sur ça. le. Ouais, ok. Ah, là, Pour tu dois essayer constater tu dois avoir des taux de conversion super hauts là, quand tu mixes code promo et e-commerce embarqué, j'imagine que ça performe plutôt bien. Ouais. ben, une grosse partie de notre bénéfice ou notre chiffre d'affaires se fait sur ce qui est campagne. Ok, Vraiment beaucoup. ouais, Donc, ok. Est-ce que tu peux nous présenter un exemple concret d'intégration pour voir ce que ça donne? c'est toujours plus simple. Alors, je vais partager mon écran. Il y a différentes manières en fait avec lesquelles on peut installer notre système, utiliser notre technologie. Est-ce que tu vois bien mon écran? Très Et est-ce bien, que tu vois bien? Donc super. là, c'est un exemple sur InStyle, Mhm, notre partenaire allemand qu'on adore. Ils ont fait, et c'est très à propos, un article et une section pour acheter des masques mhm, de protection par rapport au Covid. Donc, vous voyez, là, il y a un article avec du texte et au sein même de l'article, on va avoir des grilles produits. mhm. Donc là, ce sont des masques. On peut aussi avoir, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, des produits seuls. Voilà, donc une tuile produit seul. Là, il est hors stock. Mais si on retourne en haut, donc là, on clique sur acheter. Vous avez la fenêtre qui va s'ouvrir, donc la fenêtre d'achat dont j'ai parlé. On reste toujours sur l'URL install.de, donc on ne change pas d'environnement.
Mhm. Et on va avoir une fenêtre qui va être brandée par rapport à leur section shopping, ce qu'ils ont appelé Shop It. Alors, je ne sais pas si tu vois ici, si c'est Ouais. couvert par la… Et le client va pouvoir ajouter au panier directement depuis cette fenêtre-là. Hmm. On va avoir le sommaire qui résume son achat et on passe au checkout. Voilà. Et là, il va pouvoir entrer, il ou elle, toutes ces informations transactionnelles. Ah, c'est dingue parce que juste pour être bien clair, InStyle.de, c'est un média en fait, c'est un site, c'est un éditeur, c'est pas Ah un oui, oui, e-commerce. Ouais. Et non, c'est non, c'est c'est un ça éditeur. qui est fou parce que là, on a vraiment l'impression d'être sur un site e-commerce alors qu'on n'a pas quitté le site de l'éditeur. C'est ça C'est qui est… ça. ouais. Alors après, je peux te montrer plusieurs exemples si tu veux. Ouais, bien sûr. Alors, bah, tu vois, j'ai fermé la fenêtre et là, on est retombé sur l'article en question, Mhm. sachant que tout est resté dans le panier ici qui va suivre le client. Ok. Maintenant, on a fait la même chose, juste pour dire qu'on peut aussi, en gros, regrouper toutes les opportunités e-commerce au sein d'une boutique. Mhm. Donc, c'est ce qu'a fait elle. Donc là, il y a tous les produits qu'on a promus en fait, dans leurs articles qui vont se retrouver dans la boutique. Ok. Et on va faire des choses. Alors, on a fait la même chose, par exemple, pour Aftonbladet, le site d'information généraliste en Suède. Mhm. Donc, eux, ils ont décidé de faire quelque chose plus garden, bien-être. Et quelque chose dont je parlais tout à l'heure, la mise à disposition dans un but de fidélisation des abonnés payants. Là, c'est DN, le deuxième journal en Suède. Et ils avaient voulu offrir un autre service à leurs abonnés payants. Donc, ils ont fait un feed privilège, que ce soit des voyages, des produits, des spectacles. Et nous, on prenait en charge tout ce qui était objet tangible. Ok. Voilà. Là, ça me dit, on ne peut pas l'envoyer dans votre pays parce qu'il a Ouais. repéré que j'avais déjà acheté en Allemagne. Mhm. Ok. C'est la petite Et, différence. et donc là, cette page, c'est une page de bon plan, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, en suédois, erbjudanden, ça veut dire offre. Ok. Et donc elle est dédiée, pardon, elle est réservée à des abonnés ou aux personnes qui ont un compte sur ce site? Exactement. Donc, moi, j'ai Ok. dû me loguer Ouais. avant de pouvoir accéder à cette page. Ok. Sachant que Tipster, en tout cas, ne conditionne pas la transaction à une création de compte. C'est aussi Mhm. ce qu'on essaie d'éviter. Mais on peut mettre tout ça derrière un paywall ou derrière un login. Aux Ok. opportunités. Super, super. Et donc là, tu présentes des sites suédois, des sites allemands. Ouais. Est-ce que tu remarques des différences justement entre les pays et surtout pour ce qui intéresse notre audience avec la France, quels sont tu disais par exemple en France, on est très friand des codes promo, mais plus globalement au niveau pour les éditeurs, pour les publishers, quelles sont les différences selon toi entre les pays nordiques, l'Allemagne et la France? Honnêtement, je pense que tout ce qui est pays germaniques, anglo-saxons sont en avance Mhm. pour tout ce qui est content to commerce. D'accord. J'en ai discuté beaucoup avec que ce soit des consultants, des personnes qui travaillaient là-dedans depuis quelques années déjà. Et on voit que tous les médias anglo-saxons, ils ont commencé le content du commerce via l'affiliation il y a déjà quelques années. Donc, on Mhm. parle bien de 3 à 5 ans. Alors que j'ai l'impression qu'en France, c'est quelque chose qu'on vient un peu de découvrir, Mhm. où il y a beaucoup d'éditeurs auxquels je parle qui commencent à mettre en place une stratégie content to commerce. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail d'évangélisation sur le marché français, ce que je peux voir en tout cas. Et aussi, je pense que ce côté avant-garde des marchés nordiques, du moins, on peut le voir dans d'autres choses. Par exemple, ce qui va être fin des éditions print. Mhm. Avec, par exemple, vous avez des titres comme Verdensgang en Norvège, donc la plupart des journaux norvégiens qui ont dit d'ici à 2-3 ans, on va complètement arrêter le print parce que ça s'est effondré depuis le début des années 2000. Je crois que Verdensgang, ils ont fait leur maximum de publication, enfin, de distribution en 2004. Et depuis, ça a fondu Mhm. comment on dit, peau de chagrin. Ouais, neige à De feuilles. 90%. Voilà. Et donc, quels sont donc, ouais, c'est cet aspect plus novateur, avant-gardiste, mais aussi peut-être prendre des risques. Est-ce que tu remarques que les publishers sont plus enclins à prendre des risques et à faire des tests sur Oui. les marchés nordiques ou sur le marché allemand? Oui, je pense. Après, on y vient en France, puisqu'il y a quand même de l'intérêt de la part des publishers. Mais c'est vrai qu'en Suède et en Allemagne, en tout cas, et c'est aussi une bonne pratique que je conseille aux éditeurs qui sont intéressés, c'est si vous voulez essayer, un peu mettez le paquet. Hmm. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait vraiment
une volonté de la part des équipes éditoriales et des équipes qui vont s'occuper de la partie content commerce, que ça ne soit pas relégué à, en gros, un stagiaire. Mhm. Parce que le risque et tous les projets pour lesquels nous, ça n'a pas fonctionné, c'est principalement deux raisons. C'est que l'éditeur n'a pas mis les ressources derrière nécessaires en termes de personnel, euh, qui n'ont pas forcément aussi réussi à convaincre tout ce qui va être équipe commerciale, Mhm. parce qu'il faut qu'il y ait une vraie entente entre le côté éditorial et le côté commercial pour qu'ils aient démarché les annonceurs. Et aussi, et la principale raison, c'est le manque de trafic. Mhm. Donc, j'ai une collègue qui aime bien comparer ça, si tu veux, à l'ouverture d'une boutique dans une grande rue passante. Mhm. Même si la grande rue passante est très passante, s'il n'y a aucune promotion pour attirer le chaland à l'intérieur de la boutique, il n'y aura pas de vente. Donc, c'est pour ça qu'on conseille à nos éditeurs de vraiment, du moins au début, promouvoir le e-commerce, faire beaucoup de newsletters. On a des éditeurs qui ont du print et qui ont même inséré des suppléments à l'intérieur de leur édition print en disant, voilà, maintenant on vend par exemple tel produit moins 50% les 2 premières semaines dans notre shop. Ouais. C'est quelque chose qui marchait très bien. Le problème, c'est que c'était un magazine qui s'adressait aux personnes un peu âgées et on s'est retrouvé avec des personnes au téléphone qui voulaient commander, D'accord. qui n'avaient pas Internet. Mais voilà, L'initiative est intéressante en tout cas. De voilà, mixer le offline avec le online, je trouve que ouais, c'est super intéressant. exactement. Aussi pour essayer de convertir des lecteurs print à l'édition online, surtout sur des publics qui sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'Internet. Mhm. Ok, super. Et est-ce que tu as des recommandations concrètes justement pour les éditeurs qui veulent se lancer? Alors tu dis faut y aller, en gros faut mettre le paquet, ouais, c'est ça, faut faire passer du trafic pour vraiment voir si ça fonctionne ou pas. Mais si là il y a un éditeur ou un publisher qui nous écoute et qui se dit bon bah tiens je veux me lancer, quelles sont les prochaines étapes en fait? Alors, les prochaines étapes, déjà me contacter. Non, mais nous, ce qu'on fait quand on se lance avec un éditeur, généralement, c'est qu'on a une période de 1 à 3 mois avant la mise en place et le go live Mhm. sur leur site. On va leur attribuer une ou un chef de projet dédié qui va réfléchir avec eux sur quel type d'inventaire ils veulent installer, quel type de contenu ils veulent rédiger, tout ce qui va être installation technique. Donc, on fait pas mal de workshops avec les équipes pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne, comment mettre en place une stratégie de e-commerce efficace. Et ensuite, au bout de ces 1 à 3 mois, il va avoir le Go Live. Et à partir du Go Live, nous, on a un suivi qui va être quotidien avec l'éditeur, généralement via des chaînes du type Slack, et une revue hebdomadaire des statistiques. Parce qu'évidemment, on peut coupler ça avec des statistiques Google et pour essayer de comparer tout ce qui va être les impressions, les taux de conversion. Et nos chefs de projet vont dire, voilà, tel produit, par exemple, il n'a pas performé, donc il faut mieux qu'on l'enlève carrément. Ou alors, on voit que sur nos autres publications du même type que vous, on voit qu'il y a une très forte appétence pour tel type de produit. Ça serait peut-être bien que vous essayiez de mettre ça en place et de le pousser. Donc voilà, on essaie vraiment de suivre le client de A à Z. Donc il y a tout cet aspect aussi, ouais, account management et optimisation des performances. Là où Oui. les plateformes d'affiliation, alors que c'est vrai qu'elles se concentrent sur les gros éditeurs, mais parfois c'est vrai qu'il y a certaines plateformes d'affiliation où on sent qu'ils aimeraient pouvoir offrir plus aux éditeurs, mais c'est pas Mm. encore ça. Et je pense que le futur du content commerce, c'est aussi beaucoup de discussions et de mise en place de tests avec soit les e-commerce, soit les solutions techniques pour arriver à toujours optimiser les performances. Ouais, ça me paraît Ouais. intéressant. Et peut-être dernier point avant de finir. Oui. Donc là, on a parlé plus de la technique, des avantages, des inconvénients. Comment vous vous rémunérez? Est-ce qu'il y a des frais fixes pour les éditeurs qui se lancent? Comment ça se passe? Alors, on va dire qu'on a trois piliers principaux dans notre pricing. Le principal, ça va être via des commissions sur vente, donc performance marketing classique. Et on a aussi des frais de licence mensuelle. Ça, c'est pour tout ce qui va être la prise en charge du SAV notamment. Parce que D'accord. puisque nous sommes le marchand sur le papier, il faut légalement qu'on prenne en charge le service après-vente. Mhm.
qui va être retour, les risques de paiement, parce que c'est nous qui prenons en charge le paiement, la gestion des stocks, ou en tout cas la mise à jour par rapport à la disponibilité, et qui va prendre en charge toute l'aide qu'on peut apporter à l'éditeur. Voilà. Et également, le dernier, c'est, alors ça dépend des projets, des frais de setup qui dépendent du nombre de publications que le groupe en question veut équiper, qui va dépendre de l'effort en termes d'embarquement marchand et de démarchage que nous, on doit faire, etc. Mhm. Ok, très bien. Et donc, est-ce que tu vises, toi, sur le marché français, est-ce que tu vises un certain type de publisher? Par exemple, tu te dis, bon, bah, il faut que vous ayez tant de trafic par mois ou il faut déjà que vous ayez une équipe de content commerce. Quel est ton client idéal, en fait? Alors, le client idéal, je dirais que forcément, c'est un client qui va avoir beaucoup de trafic sur site. Il n'y a pas vraiment de type de client en termes de vertical. Alors, on équipe aussi bien des sites mode fashion, comme je t'ai parlé, que des sites de jardinage ou encore des sites d'information généraliste. Du moment où il y a du contenu, on peut vendre de tout. Ah, bien sûr. Et on fait beaucoup aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui va être comparaison de prix, donc les comparateurs de prix, avec une transaction directement sur le site de comparaison de prix et pas chez l'annonceur, et les marketplaces. Mais en termes de trafic, si je devais donner un peu un volume coup près, on descend rarement en dessous d'un demi-million de visiteurs uniques par mois. Mhm. Ok, super. Sachant que tout dépend de, on va dire, comment le lecteur, à quel degré de proximité de l'achat le lecteur est quand il se trouve sur le site. Ouais. Donc, ça ne va pas être la même chose si on est sur, un exemple, Le Monde, ou si on est sur un site de comparaison de produits et de prix. Mm, mm. Et là, forcément, le client il est intéressé pour acheter beaucoup plus. Et là, on pourrait se permettre de descendre en dessous. Ok, très bien. Et donc, s'il y a un éditeur, un publisher ou même un e-commerce qui regarde ce podcast ou qui l'écoute, veut te contacter, comment est-ce que tu peux partager ton adresse peut-être ou ton site? On mettra les notes hein, dans le podcast, mais si Oui, bien quelqu'un sûr. veut te contacter. Alors, vous allez voir tipsor.co, Mhm. tipsor.co, ou alors vous m'envoyez un message julien.tochondanguy tout attaché @tipsor.com. Ok, Voilà. super. Bah écoute, Julien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et ouais, Merci. on mettra des liens peut-être vers les exemples que tu as donnés dans les notes. Et puis, bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut. Salut.